Quand Céline a prononcé cela pendant le dîner, j'ai failli faire tomber ma fourchette. Nous étions assis l'un en face de l'autre, à une table où tout semblait indiquer une soirée ordinaire, l'arôme d'un bœuf bourguignon, une bougie au centre, et une musique douce en fond sonore. Mais ces mots ont résonné, plus fort qu'un coup de tonnerre. Je veux que mon meilleur ami, Julien, fasse partie de notre mariage, a-t-elle déclaré, avec un calme si déconcertant qu'on aurait cru qu'elle parlait d'acheter un nouveau meuble. Je la regardais, incapable de croire que j'avais bien saisi le sens de sa phrase. Peut-être avais-je mal entendu? Peut-être faisait-elle une blague? Mais, dans ses yeux, il n'y avait pas l'ombre d'une gêne, ni la moindre tentative d'arrondir les angles. Au contraire, il y brûlait une sorte de détermination étrange, froide, comme l'acier. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je réussi à articuler. S'efforçant de ne pas perdre contenance, elle a posé sa fourchette, s'est redressée, et a répété posément. « Je veux que Julien fasse partie de notre couple. » Ces mots sont restés suspendus, lourds, dans l'air. J'entendais le tic-tac de l'horloge au mur, le souffle du vent derrière la fenêtre, mais je ne pouvais ni respirer, ni penser. Dans ma tête, des dizaines de scènes ont défilé, tout en même temps, nos promenades, nos rires, notre mariage, ces promesses d'un amour éternel. Et, toujours dans les parages, il y avait Julien. Ce fameux ami d'enfance, qui gravitait constamment autour de nous. Je me suis rappelé la façon dont elle nous l'avait présenté, c'est comme un frère pour moi, ne t'inquiète pas, à l'époque, je l'avais cru. Il était charmant, bavard, et semblait foncièrement gentil. Il nous rendait souvent service, un jour, il réparait la voiture, le lendemain, il montait une armoire, ou passait simplement, à l'improviste, pour boire un café. Mais, avec le temps, j'avais commencé à remarquer que ces visites devenaient bien trop fréquentes. Son regard, parfois, s'attardait sur elle, un peu plus longtemps que la bienséance ne l'exige. Et elle, en retour, lui souriait d'une manière particulière, avec une chaleur que je ne retrouvais plus, ces derniers temps, lorsqu'elle posait les yeux sur moi. J'avais essayé, pourtant, de chasser ses soupçons. L'amour se construit sur la confiance, n'est-ce pas? Je me persuadais que je n'étais que jaloux, que le monde moderne rendait paranoïaque, et que je ne devais pas être cet homme, celui qui détruit son couple à cause de chimères. Mais, à cet instant précis, en entendant sa proposition, j'ai compris une chose, ce n'était pas des chimères. C'était une réalité, crue, que j'avais tout bonnement refusé d'admettre. « Tu as perdu la tête ?» ai-je demandé, d'une voix blanche. « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ?» Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait à un long plaidoyer, puis elle s'est lancée. « Écoute-moi. J'ai beaucoup lu, beaucoup réfléchi. Je ressens, au fond de moi, que notre relation stagne. Nous nous aimons, certes, mais l'amour peut prendre différentes formes. Nous ne devrions pas nous laisser enfermer par les conventions du passé. Julien est un homme en qui j'ai une confiance absolue. Il me comprend. Je veux que nous essayions quelque chose de nouveau, pour que notre lien, à tous, en ressorte plus fort. » À chacun de ces mots, le froid m'envahissait, un peu plus. Elle parlait d'un nouveau palier d'intimité, de liberté émotionnelle, et prétendait que les couples modernes ne suivaient plus les vieilles règles depuis longtemps. Je l'écoutais, mais, à l'intérieur, mon estomac se nouait douloureusement. Sa voix résonnait comme celle d'une étrangère. Était-ce bien la même femme? Celle qui, autrefois, frissonnait quand je lui prenais la main, celle qui m'écrivait de longues lettres, lors de mes déplacements professionnels, celle qui pleurait de joie le jour de nos noces, en me jurant que je serais le seul, l'unique? Tu es en train de me dire que tu l'aimes? Ai-je demandé, en sentant ma voix trembler. Elle a gardé le silence, une petite seconde, puis a répondu, avec une pointe d'hésitation. Ce n'est pas tout à fait ça. Je ressens simplement une connexion avec lui, mais cela n'enlève rien au fait que je t'aime, toi. Je voudrais que tu comprennes, vraiment, que ce n'est pas une trahison. C'est, au contraire, une évolution. J'ai eu un rire nerveux. Amer, sec, presque inaudible. Une évolution? C'est comme ça que tu appelles ça? Oui, a-t-elle répondu, placidement. Je veux de l'honnêteté. Je refuse de cacher mes sentiments, ou de refouler mes désirs. C'est une démarche honnête, envers toi, et envers moi-même.
Son calme m'anéantissait. Il n'y avait, chez elle, aucun remords, aucune peur de me perdre. Elle agissait comme si tout était déjà acté. Je me suis levé de table, et je me suis approché de la fenêtre. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu mon propre visage, un homme fatigué, terne, qui ne reconnaissait plus du tout la femme assise dans son dos. Et lui, qu'est-ce qu'il en dit? Ai-je demandé, sans même me retourner. Nous en avons discuté, a-t-elle avoué. Il n'y est pas opposé. Il a dit qu'il était prêt à essayer, à condition que tu sois d'accord. J'ai fermé les yeux. Ils en avaient donc déjà parlé, dans mon dos. Ils avaient décrété que mon avis n'était, au fond, qu'une simple formalité. Et si je m'y oppose? Ai-je fini par lâcher? Dans ce cas, je veux quand même rester franche. Je ne peux pas faire semblant, et feindre de ne rien ressentir. C'est à cet instant que j'ai su que tout était fini. Même si elle ne m'avait pas encore trompé physiquement, elle l'avait déjà fait, sur le plan moral et spirituel. Elle venait de trahir l'essence même de notre couple. Je suis retourné vers la table, et je l'ai fixée dans les yeux. Céline, ai-je murmuré, doucement. Ce que tu déguises sous le mot d'honnêteté, ce n'est rien d'autre qu'une excuse. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Ne dis plus rien. Je n'étais plus en état d'entendre un mot de plus. Nous avons terminé le repas en silence. La bougie continuait de se consumer, la musique s'était tue, et moi, je restais assis. Je regardais cette femme, avec qui j'avais partagé cette année de ma vie, en prenant conscience d'une réalité brutale, elle n'existait plus. Face à moi, il y avait quelqu'un d'autre. Une parfaite inconnue, piégée dans un corps familier. Ce soir-là, pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère, ni jalousie. Seulement un vide immense. Comme si on m'avait arraché une part vitale de moi-même, pour ne laisser, à la place, qu'une ombre. Quand Céline est allée se coucher, je suis resté seul dans la cuisine, les yeux rivés sur une assiette vide. Il y traînait un quignon de pain entamé, triste symbole de notre amour, dont il ne restait, désormais, que des miettes. La nuit m'a paru interminable, une véritable torture. Allongé sur le dos, je fixais le plafond, en écoutant la respiration paisible de Céline, juste à côté de moi. Son souffle était régulier, tranquille. Comme si tout allait bien. Comme si elle n'avait pas, en quelques phrases balancées au dîner, réduit notre mariage en cendres. Dans l'obscurité de la chambre, je me sentais étranger. Étranger dans mon propre lit, et étranger dans cette maison, que j'avais pourtant bâtie avec amour. Nous avions acheté cet appartement, 2 ans après nos noces. À l'époque, elle rêvait d'une grande baille vitrée dans la cuisine, pour profiter de la douce lumière du matin. Je voulais, plus que tout, qu'elle se sente en sécurité, et pour lui offrir cela, j'avais travaillé des nuits entières, accepté des heures supplémentaires, et rogné sur mes propres dépenses. Et aujourd'hui, tous ces sacrifices m'apparaissaient vides de sens. Toutes ces photos, accrochées à nos murs, n'étaient plus que des images d'un passé révolu. Des clichés où je souriais, fièrement, à côté d'une femme qui s'était évaporée. Dans ma tête, ces mots tournaient en boucle, je veux qu'il fasse partie de notre mariage. Cela sonnait, à mes oreilles, comme une sentence irrévocable. J'essayais de comprendre. Avais-je fait quelque chose de travers? Avais-je manqué d'attention? Avais-je laissé s'éteindre la flamme des premiers jours? Mais, plus j'y réfléchissais, plus une certitude s'imposait à moi, non, il ne s'agissait pas de mes erreurs. Il s'agissait de son choix. Et son choix, c'était lui. Je me suis levé très tôt, alors qu'une lueur bleutée poignait à peine par la fenêtre. Je voulais simplement sortir, prendre un peu l'air. Mais, en passant devant la cuisine, j'ai entendu des voix. Au début, j'ai cru rêver. Puis, j'ai reconnu, distinctement, un timbre masculin. Un timbre familier, qui m'a fait mal, physiquement. C'était Julien. Il était assis à notre table de cuisine, buvant tranquillement un café, dans ma tasse préférée. C'était celle-là même que Céline m'avait offerte pour notre anniversaire de mariage. Il portait un t-shirt d'intérieur, un vêtement que j'avais l'habitude de mettre. Céline, elle, se tenait devant les plaques de cuisson. Elle faisait sauter des crêpes, en riant aux éclats. Son rire était léger, cristallin, complètement sincère.
Exactement comme si la discussion, dévastatrice, de la veille n'avait jamais eu lieu. « Bonjour », ai-je lâché, à voix basse, en franchissant le seuil. Elle s'est retournée, feignant la surprise. Même si, au fond de moi, je savais très bien qu'elle guettait mon arrivée. « Oh, tu es réveillé. » Julien et moi, nous nous sommes dit que nous allions prendre le petit déjeuner tous ensemble, a-t-elle annoncé, du ton le plus banal du monde. Julien m'a adressé un signe de tête, sans même prendre la peine de se lever. « J'espère que ça ne te dérange pas », a-t-il ajouté, jouant la carte du bon copain, comme si rien n'avait changé entre nous. À l'intérieur, mon corps s'est contracté, violemment. J'avais envie de hurler, de fracasser cette tasse contre le mur, de frapper du poing sur la table. Mais je suis resté planté là, immobile. Je l'ai regardé prendre, des mains de ma femme, une assiette remplie de crêpes. C'étaient mes crêpes. La recette qu'elle réservait exclusivement pour moi, parfumée à la vanille, avec des petits morceaux de pommes. Elle m'avait toujours juré qu'elle ne les préparait que pour l'homme de sa vie. Apparemment, aujourd'hui, cet homme se déclinait au pluriel. Je me suis assis en face d'eux, sans prononcer un traître mot. Elle s'efforçait d'alimenter une conversation triviale, la météo du jour, le programme de l'après-midi, ou encore le film qu'elle avait regardé la veille. Julien approuvait de la tête, souriait, et lui jetait des regards furtifs, qui me donnaient l'envie folle de serrer les poings. Pendant tout ce temps, j'avais l'impression d'être coincé dans une pièce de théâtre absurde, où les rôles avaient déjà été distribués, sans que personne ne daigne me prévenir du scénario. « Je crois qu'il faut qu'on discute de tout ça, posément », a-t-elle finalement déclaré, lorsque je me suis levé pour partir. « Discuter » ai-je répété, incrédule. « Discuter de quoi, exactement ? De ta trahison, ou du fait qu'il est confortablement installé à ma place ?» Ses lèvres ont légèrement tremblé. « Arrête de tout dramatiser, s'il te plaît. Ce n'est pas une trahison. Je suis, au contraire, très honnête envers moi-même. » J'ai laissé échapper un rire jaune. Le genre de rire qui vous échappe, lorsque la situation est déjà désespérée. Sérieusement ? L'honnêteté, pour toi, c'est d'inviter un autre homme à s'immiscer dans notre mariage ? C'est donc ça, ta nouvelle morale ? Julien a alors cru bon d'intervenir, en levant les mains en signe d'apaisement. Écoute, mon vieux, je ne veux vraiment pas être la cause d'une dispute. Avec Céline, nous pensions simplement que... Avec Céline ? Les yeux coupés, sèchement. Oui, effectivement. J'ai bien l'impression qu'il n'y a plus que vous deux, désormais. Il a baissé les yeux vers la table. Céline, de son côté, a poussé un profond soupir. Je savais pertinemment que tu ne comprendrais pas, a-t-elle lâché, d'un ton glacial. Tu es beaucoup trop enfermé dans le passé. Je l'ai longuement regardé. Et, à cet instant, j'ai eu une révélation. Même si elle s'était jetée à genoux pour implorer mon pardon, je n'aurais pas pu lui l'accorder. Pas par manque d'amour. Mais parce que l'amour ne peut tout simplement pas survivre, lorsqu'il se conjugue à trois. Je me suis éloigné pour rejoindre la fenêtre, mon regard se perdant dans la rue. Les passants se pressaient pour aller travailler, les mères accompagnaient leurs enfants à l'école. Le monde continuait de tourner, imperturbable, pendant que ma propre vie tombait en ruine. J'ai soudain réalisé que le silence, dans de telles circonstances, valait tous les discours. Si je gardais le silence, elle croirait que je consentais, ou pire, que j'étais faible. Or, je n'étais pas faible. J'avais simplement, et pendant trop longtemps, placé ma confiance en une femme qui, aujourd'hui, n'existait plus. Je m'en vais, ai-je déclaré d'une voix posée, en soutenant son regard. Tu peux rester ici, avec lui. Elle a froncé les sourcils, soudain inquiète. Mais, tu vas aller où ? Là où je n'aurai pas besoin de partager ma femme. Je suis sorti de la cuisine, d'un pas ferme, sans un regard en arrière. Dans le couloir, flottait l'odeur de son parfum. Ce fameux parfum, que je lui avais offert pour notre tout premier nouvel an. Autrefois, c'était mon odeur préférée au monde. Aujourd'hui, elle ne m'inspirait que de la douleur. J'ai attrapé ma veste, mes clés, mon portefeuille. Mon cœur battait à tout rompre, lourdement, comme un marteau contre ma poitrine. Sur le pas de la porte,
je me suis retourné, une dernière fois. Elle se tenait dans l'encadrement de la cuisine, serrant sa tasse contre elle. Julien se tenait, juste derrière, la main posée, de façon protectrice, sur son épaule. Cette image s'est gravée dans ma mémoire, pour toujours, comme le symbole absolu de notre rupture. Quand je me suis retrouvé dans la rue, l'air glacé du petit matin m'a frappé le visage. Pendant une brève seconde, j'ai éprouvé un profond soulagement. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Mais j'avais, au moins, une certitude inébranlable, je ne les laisserais pas dicter, à ma place, l'homme que je devais être. À l'intérieur, tout était en flammes. Mais, au cœur de ce brasier, un sentiment nouveau prenait racine. La détermination. La détermination de ne pas supplier, de ne pas chercher de longues explications, de ne pas pointer du doigt les coupables. Simplement, l'envie de mettre un point final. Qu'elle déguise cela sous le nom d'honnêteté, qu'elle se perçoive comme une femme libre, grand bien lui fasse. Moi, je savais, au plus profond de mon âme, qu'un amour dénué de respect n'est tout simplement pas de l'amour. Dès le lendemain matin, je me tenais, droit et digne, devant l'entrée d'un cabinet d'avocat. Dans ma poitrine, régnait un calme étrange. Pas de colère, pas de chagrin. Seulement le silence. Ce fameux silence, lourd et pesant, qui succède toujours à la tempête. Tout ce qui devait se briser, s'était déjà brisé. Il ne me restait plus qu'à franchir, courageusement, cette dernière étape. Je tenais les documents entre mes mains. Mes doigts tremblaient légèrement. Non pas sous l'effet du doute, mais sous le poids de la réalité. Hier encore, j'avais une épouse, un foyer, un quotidien rassurant. Aujourd'hui, je me tenais au seuil d'un nouveau chapitre, où le nous n'avait plus sa place. Il ne restait que le jeu. L'avocat était un homme d'un certain âge, aux tempes grisonnantes, avec des yeux cernés de fatigue. Il a longuement épluché mon dossier. Puis, il a relevé la tête, m'a regardé droit dans les yeux, et a demandé d'une voix égale. « Êtes-vous absolument certain, monsieur, de vouloir entamer cette procédure de divorce ?» J'ai esquissé un léger sourire amer. « J'en suis certain. » Il a hoché la tête, avec la lassitude d'un homme qui a entendu des centaines d'histoires similaires, et que plus rien ne parvient à surprendre. Pourtant, j'ai décelé, dans son regard, une véritable compassion. Cette compréhension silencieuse, humaine, qui se passe très bien de mots. Pendant qu'il m'énumérait les subtilités juridiques de la procédure, mon esprit vagabondait, retournant irrémédiablement vers Céline. Je repensais à la façon dont elle m'avait regardé, le jour de notre mariage. À la façon dont elle avait pressé ma main contre son cœur, en me murmurant « Tu es mon refuge ». Aujourd'hui, ce refuge s'était effondré. Mais, curieusement, je remerciais le destin. Je le remerciais de m'avoir permis de voir la réalité en face, dépouillée de ses illusions. Une fois les papiers signés, je suis sorti dans la rue. Le vent d'automne me fouettait le visage, sans pitié. Le ciel était lourd, tapissé de gros nuages gris. Les gens se pressaient, autour de moi. Certains éclataient de rire, d'autres discutaient, animés, au téléphone. Chacun poursuivait le cours de sa propre existence. Et, au milieu de cette foule anonyme, j'ai senti que je commençais, doucement, à me retrouver. À exister, de nouveau, par moi-même. Sans elle. Le téléphone, au fond de ma poche, s'est mis à vibrer. C'était Céline. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, hésitant, puis j'ai fini par décrocher. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Parce que je ne peux plus vivre dans ce nouveau monde qui est le tien, » ai-je répondu, d'un calme olympien. Mais, on aurait pu en discuter, trouver un terrain d'entente. S'est-elle exclamée. Un terrain d'entente ? Ai-je répété, incrédule. Céline. Le mariage n'est pas une négociation de contrat. Ce n'est pas un projet d'entreprise, auquel on peut ajouter, en cours de route, de nouveaux associés. Le mariage est une promesse. Et cette promesse, tu l'as piétinée. Elle est restée muette. Seul le bruit de sa respiration irrégulière me parvenait au bout du fil. Puis, dans un murmure, elle a lâché. Je ne voulais pas te perdre. Je voulais juste être honnête avec toi. L'honnêteté, ai-je rétorqué, c'est d'avoir le courage de dire la vérité.
ce n'est pas de bâtir sa vie sur un mensonge, tout en se persuadant qu'on agit pour le mieux. Sur ces mots, j'ai raccroché. À cet instant précis, j'ai eu la sensation qu'un fardeau colossal, écrasant, venait de glisser de mes épaules. Oui, la route qui m'attendait serait pavée de douleur, de solitude, et peut-être même de regrets. Mais elle serait aussi pavée de liberté. Une liberté pure, authentique. Sans la moindre trace de trahison, de mensonge, ou d'interminables pourparlers du type « essayons de nous comprendre mutuellement ». J'ai marché, sans but précis, à travers le grand parc public où nous aimions tant flâner. Sur un banc, un couple était assis. Deux jeunes gens qui riaient aux éclats, en partageant une glace. Je les ai observés, un instant, et j'ai compris une chose essentielle, voilà à quoi ressemble l'amour véritable. C'est quand l'univers tout entier se résume à deux personnes. Quand, dans les yeux de l'un, se reflète le monde entier de l'autre. Notre histoire, à nous, s'était achevée le jour où Céline s'était mis en tête que l'amour pouvait être divisé en parts égales. En longeant le lac, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert l'album de photos. Nos voyages, nos éclats de rire, nos souvenirs à la mer. Sur ces images, nous paraissions tellement heureux. Pourtant, plus je les scrutais, plus une évidence me sautait aux yeux, ce n'était qu'une façade. Dans son regard, je pouvais désormais percevoir une froideur, lointaine, que j'avais toujours choisi de ne pas voir. Une partie de moi avait envie de tout effacer, de supprimer ces clichés, pour tenter de gommer la souffrance. Mais, au fond, je ne le pouvais pas. Ces souvenirs faisaient partie intégrante de mon existence. C'était une erreur de parcours, certes, mais c'était ma réalité. En fin de journée, je suis retourné à la maison. Cette maison qui, désormais, n'était plus un foyer. Le silence m'y a accueilli, familier et enveloppant, comme une vieille connaissance. Sur le canapé, traînait encore son plaid en laine. Sur l'étagère, trônait une tasse, marquée par une empreinte de son rouge à lèvres. Je me suis laissé tomber dans un fauteuil, j'ai fermé les paupières, et j'ai laissé les souvenirs me submerger, m'envahir totalement. Je n'ai opposé aucune résistance. La douleur n'est pas un ennemi à abattre. C'est un rappel, brutal mais nécessaire, que l'on est toujours en vie. Et, pour pouvoir guérir, il faut accepter de la ressentir, de la traverser jusqu'au bout. Le lendemain, un message de Julien s'est affiché sur mon écran, ce que je voulais le moins au monde, c'était que ça se termine ainsi. Pardonne-moi. J'ai longuement fixé le texte, le cœur lourd. Puis, j'ai tapé un seul et unique mot, trop tard. Et j'ai supprimé son numéro de mon répertoire. Les semaines ont défilé. Les débuts ont été particulièrement éprouvants. Je me surprenais, par pur réflexe, à composer son numéro sur mon clavier. Je cuisinais, machinalement, des portions beaucoup trop généreuses pour un homme seul. Dans la rue, mon regard s'accrochait au moindre trait familier, à la moindre silhouette qui lui ressemblait. Mais, jour après jour, la morsure de la douleur s'est faite moins cruelle, plus silencieuse. Lentement, un autre sentiment a pris sa place. L'acceptation. Un mois plus tard, j'ai déménagé. J'ai mis notre maison en vente, laissant à Céline la liberté d'emporter tout ce dont elle avait envie. Je n'avais que faire de ces murs, hantés par l'écho de ses rires. J'ai acheté un petit appartement, en périphérie de la ville. C'était un espace modeste, mais chaleureux, qui sentait bon la peinture fraîche et le nouveau départ. Parfois, le soir, je m'installais sur le balcon avec une tasse de café, et je contemplais, silencieusement, le soleil disparaître à l'horizon. C'est dans ces instants de grâce que je mesurais le chemin parcouru, j'avais survécu. Et mieux encore, cette épreuve m'avait forgé, m'avait rendu plus fort. Car je savais, à présent, que l'amour ne réside pas dans la liberté de batifoler à droite ou à gauche. L'amour, le vrai, c'est de choisir une seule personne, de s'y tenir, et de l'aimer envers et contre tout. Il m'arrivait, parfois, d'avoir envie de lui écrire. Non pas dans l'espoir futile de la reconquérir, mais simplement pour lui exprimer ma gratitude. Car, en pulvérisant mon ancien monde, elle m'avait forcé à en bâtir un nouveau, bien plus solide. Le jour où j'ai reçu le courrier m'informant que le divorce était officiellement prononcé, une immense sensation de légèreté m'a envahi. Je suis sorti dans la rue, j'ai rempli mes poumons d'air froid, et, spontanément, j'ai souri. Oui, cette histoire s'était conclue dans la douleur. Mais, de cette souffrance,
avait germé une profonde prise de conscience. Plus jamais je ne laisserai quiconque dicter les règles de mon propre cœur. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un d'autre décider qui a le droit d'y entrer. J'avançais désormais droit devant moi, sans jamais jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Loin derrière moi, se tenait une femme, qui avait sacrifié notre amour sur l'autel d'une liberté illusoire. Et, devant, il y avait moi. Un homme qui avait enfin compris la plus précieuse des leçons, la véritable liberté commence, tout simplement, le jour où l'on choisit de se choisir soi-même.